Écoutez, merci Président, merci à l'AFCAS à nouveau de me faire confiance pour ce petit panorama sur le marché mondial. J'espère que j'arriverai à susciter votre attention sur l'évolution des cours et un petit peu effectivement émettre des ondes sur l'avenir, avoir une vision sur ce marché du sucre qui effectivement nous a laissé sur une note un petit peu plus d'optimisme dernièrement. Alors, tout d'abord, une petite vision générale de la présentation et les éléments qu'on va revoir ensemble. Donc, d'une part, je dirais un petit historique, d'où on vient, hein, l'évolution des prix du marché mondial jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est vraiment pour voir un petit peu le socle et cette histoire récente des cours. Ensuite, on fera, je dirais, deux parties sur le Brésil et les perspectives de récolte. Donc, à rappeler, le Brésil, c'est aujourd'hui environ la moitié du sucre exporté mondialement, hein. On peut dire que c'est bien entendu l'acteur principal et l'acteur qui va avoir une influence énorme sur les cours, notamment dans son quotidien. Ensuite, on fera un petit tour du monde et là, on s'attardera sur quelques pays clés, dont l'Inde, par exemple, l'Europe ou encore la Chine, qui a joué un rôle très important dernièrement, pour ensuite se diriger vers vraiment la vision d'ensemble au niveau mondial et donc effectivement ce que me disait Monsieur Coquelet, une vision sur, pour la première fois, une consommation qui a dépassé la production, donc certainement une note plus positive pour les cours. L'évolution de l'environnement macronomique qui, là encore, effectivement, a une importance énorme sur les marchés de sucre et notamment la valeur de la monnaie brésilienne, le réal, qui, bien entendu, par la force du Brésil, entraîne un impact quotidien sur les cours du sucre, pour finir par une conclusion et justement émettre une vision d'avenir sur les cours dans les prochains mois, voire la prochaine année. Alors, d'où on vient sur les cours du sucre? Un long canal baissier. Puisque là j'ai repris les cours donc à partir de 2011 et ce qu'on voit c'est qu'en fait on a eu toute une période de baisse des cours avec une certaine volatilité mais vraiment une dynamique très claire pour s'arrêter jusque je dirais à la moitié de l'année 2015 où là où on a eu un rebond. Alors ce rebond il est très important hein, puisqu'on est passé en gros de 10 cents à 15 cents donc c'est une augmentation tout à fait significative. À l'échelle des prix, finalement, elle paraît presque un petit peu mineure, hein, cette reprise des cours. On verra pourquoi aussi elle est mineure, notamment dans la vision du réal. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première vision des cours? Le marché, depuis 5 ans, a essayé d'éliminer du sucre. On était dans une vision fondamentale où il y avait trop de sucre. C'était un marché d'acheteurs typiquement. Donc le message du marché vis-à-vis de la production notamment, c'était éliminer du sucre et stocker du sucre. Donc ça, c'est deux visions, c'est deux impacts en termes de marché. D'une part un marché baissier et d'autre part un marché en report ou en carry comme on dit en anglais, c'est-à-dire avec une cotation en face, une cotation première plus faible que les cotations d'après permettant un stockage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'une part, on a eu une diminution de la production et le premier levier sur lequel on agit pour diminuer la production, c'est le mix éthanol au Brésil. C'est-à-dire qu'on va rendre le sucre moins attractif que l'éthanol et plus de canne, plus de jus va être distillé que cristallisé. Et donc là, on verra sur le Brésil, ça a été très très net, une forte baisse de la production due au prix bas du sucre vis-à-vis de l'éthanol. Le deuxième élément, c'est d'inciter les acheteurs à acheter, notamment pour stocker. Et ça a été le grand rôle de la Chine sur les 3 dernières années, qui a acheté du sucre en permanence. Alors, parce que c'est vrai, quelque part, elle en avait besoin, mais surtout pour restocker et constituer des réserves très importantes. Alors, les réserves très importantes, ça crée du support dans les prix, mais c'est pas vraiment un facteur haussier, parce qu'au bout du compte, le sucre, il existe toujours, c'est simplement un transfert entre les exportateurs et les importateurs, entre les vendeurs et les acheteurs. Donc c'est pas un vrai phénomène haussier, c'est pas une vraie élimination du sucre. Et puis, dans quelques pays, dont l'Union européenne, les prix ont eu un impact sur la production également, là par une diminution des surfaces, où effectivement on a vu une diminution des surfaces de 20% en Europe. Donc, impact des prix de nouveau. Donc tout ça, c'était pour finalement apurer le marché, rendre le marché le plus sain possible, je dirais, comme on dit, hein, le meilleur remède aux prix bas sont les prix bas, c'est-à-dire que effectivement, à force de réduire le prix, eh ben on est arrivé sur une situation fondamentale un petit peu plus constructive.
Pourquoi cette hausse en août? Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut très clairement détecter, je dirais, par une analyse un petit peu plus poussée qui constitue à l'analyse des exportateurs vis-à-vis des importateurs, hein, ce qu'on appelle les trade flows, hein, c'est-à-dire vraiment une vision très nette de ce qu'il y a à vendre vis-à-vis de ce qui est acheté. Et en août, on a constaté une inversion. C'est-à-dire qu'on est passé dans un monde qui manquait de sucre. On venait d'un monde où il fallait éliminer du sucre, donc baisse des prix. On est passé sur un monde qui manque de sucre. Et notamment, on est passé sur un monde qui avait besoin des sucres indiens pour s'équilibrer. Et les sucres indiens sont devenus des sucres chers, notamment au regard de la mousson qui a été mauvaise en Inde. Donc là, on a eu une aspiration, je dirais, des cours qui notamment a été transmise par les fonds. Hein. Les fonds sont, je dirais que les fonds obéissent à la lame de fond des fondamentaux, c'est-à-dire qu'ils vont regarder les fondamentaux, mais au final, c'est quand même eux qui transmettent les fondamentaux sur le marché de par leur agilité sur le marché du sucre et leur aptitude à vendre ou à acheter le marché dans des grandes proportions, ce qui fait varier les prix. On le verra également. Alors, plus clairement et de manière plus approfondie, les fondamentaux maintenant. Le bilan 2015 de la récolte centre-sud de cette année, qui s'achève aujourd'hui, hein, dans quelques jours probablement. Alors, cette récolte, elle a plusieurs caractéristiques intéressantes. D'une part, c'est une récolte record. C'est-à-dire qu'on était dans un cycle de Brésil avec énormément de cannes, et on aurait pu en avoir d'ailleurs beaucoup plus. On va finir une récolte brésilienne avec environ 40 millions de tonnes de cannes au champ, qui vont être récoltés l'année prochaine. Donc le facteur qui a entraîné cette quantité de canne qui n'a pas été broyée était double. D'une part, des très bons rendements agricoles, on a eu vraiment une performance de la canne très très bonne au Brésil, et d'autre part, une capacité qui devient, je dirais, le goulot d'étranglement de l'industrie brésilienne. C'est-à-dire que l'ensemble de l'industrie brésilienne, encore une fois au centre-sud, n'a plus la capacité des usines pour broyer l'ensemble de la canne qui est produite au champ. Et c'est donc ce qui nous a entraîné à avoir finalement une production certes record, mais qui aurait pu être 15, 20, 30, voire 40 millions supérieure si les conditions climatiques avaient été là, ou la capacité de broyage avait été là également. Donc une canne record. Et je dirais que le contrepoids de ça qui explique que la production n'a pas été record vient de deux variables. D'une part, alors là, très technique, la quantité de sucrose par canne n'était pas au rendez-vous, notamment de par les pluies, qui par ailleurs ont augmenté, je dirais, le rendement agricole. Mais surtout, et là de manière beaucoup plus contrôlable, le mix, c'est-à-dire cette répartition du sucrose entre le sucre cristallisé ou l'éthanol, a été très en faveur de l'éthanol. Et ça, pourquoi? Justement à cause de ces prix bas. Et je vous engage à regarder cette courbe qu'on a ici. C'est ce qu'on mesure un petit peu quotidiennement, c'est l'intérêt à produire de l'éthanol ou du sucre au Brésil. Donc ça, c'est vraiment, ça peut se calculer tous les jours. Et on se met à la place d'un producteur brésilien, lui-même arbitre en permanence entre ces deux produits, les deux produits qu'il peut faire, l'éthanol ou le sucre. Et donc en rouge, vous avez l'éthanol et en bleu, vous avez le sucre. Et on voit bien que pendant tout le début de la récolte, finalement jusqu'en septembre, octobre même, on a eu un éthanol qui était plus attractif que le sucre. Donc les producteurs ont orienté leur industrie, leur outil, beaucoup plus vers la distillerie que vers l'atelier de cristallisation. D'où cette production de sucre qui est la plus faible depuis 5 ans, malgré une canne record. Donc là, l'enseignement de ça, c'est que finalement, dans le marché d'aujourd'hui, on est toujours dans un espèce d'intervalle, qui est les parités éthanol pour le sucre ou pour l'éthanol. Et on voit que finalement, on a une énorme quantité de canne qui peut être dirigée d'un côté ou de l'autre, simplement avec un ajustement des prix. Donc ça rend, si vous voulez, les évolutions des fondamentaux sucre beaucoup moins brusques que dans le passé, puisqu'on voit qu'on peut retrouver très rapidement, du jour au lendemain, du sucre, ou inversement le reperdre. Et ça va créer quelque part, une stabilité en réalité assez forte sur les cours. Alors, la campagne prochaine, qui bien sûr va être clé dans cette vision future des fondamentaux, qui va commencer en avril 2016, ce qu'on peut voir aujourd'hui,
il nous reste une partie de la saison des pluies, bien sûr, à analyser, hein, qui va se passer d'ici les 4 prochains mois. C'est qu'on a une base pour un rendement agricole bonne. Les pluies ont été bonnes. Donc, on s'oriente vers une performance agricole, je dirais, tout à fait raisonnable, voire même relativement bonne, qui est compensée, je dirais, par une légère perte de surface qui est en fait due plutôt à la rénovation, hein. C'est-à-dire que comme on a des cannes de 16 mois au Brésil, quand les gens plantent bien, quand les producteurs plantent bien, on a une petite perte de surface, pas forcément, je dirais, significative, mais en gros, le potentiel agricole de la récolte prochaine est là. Donc, à nouveau, tout va se jouer dans le mix, c'est-à-dire cet arbitrage permanent entre le sucre et l'éthanol. Or, pour l'année prochaine, je dirais que la perspective n'est pas du tout la même que cette campagne qui vient de se terminer. On voit que le sucre paye beaucoup plus que l'éthanol. Et là, donc, vous avez par exemple sur ce premier graphe à votre gauche, la courbe grise, c'est le sucre, la courbe bleue, c'est l'éthanol. Et on voit bien que le sucre paye, je dirais, pratiquement 20% de plus que l'éthanol. Donc, on est aujourd'hui dans un scénario où, décidément, je dirais que les producteurs brésiliens vont produire plus de sucre, vont s'orienter plus vers du sucre de manière tout à fait significative, malgré, je dirais, une production de canne relativement similaire et sur lequel on a un risque d'ailleurs de pluie assez important. Donc si on regarde assez concrètement ce qu'on voit pour le Brésil pour l'année prochaine, c'est une quantité de canne broyée à 615 millions de tonnes, c'est-à-dire une légère augmentation par rapport à cette année. À nouveau, on est dans un schéma où la canne est là, mais l'outil industriel n'est pas là, n'est pas en face pour traiter l'intégralité de cette canne. Une remontée de la quantité de sucre par tonne de canne, un petit peu dans la lignée plus historique par rapport à l'accident de l'année dernière. Et cette fois, un mix sucre de 44%, c'est-à-dire 3% en gros plus élevé que l'année dernière. Et on retrouve 4 millions de tonnes de sucre. C'est-à-dire que vraiment, on repasse dans un Brésil, je dirais, surpuissant, dans un Brésil avec des quantités d'export tout à fait importantes. Donc la problématique vis-à-vis de ça, c'est qu'en face, il va falloir retrouver un réservoir de demande pour absorber cette nouvelle production de sucre qui est uniquement liée en fait aux prix qui sont plus attractifs. Alors, quelques quand même, je dirais, bémols sur ça, c'est que je dirais que le Brésil est à flux tendu à 615 millions de tonnes de canne. Une journée de canne, de traitement de canne au Brésil, c'est 3 millions de tonnes. Donc on voit que chaque journée de pluie qu'on perd, c'est un impact tout à fait important sur le marché. 3 millions de tonnes de canne, ça équivaut, je dirais, on peut le mettre à 1 million de tonnes de sucre, 100 000 tonnes de sucre. Donc on est vraiment sur, je dirais, des 700 000 tonnes de sucre, j'y ai arrivé. On est vraiment sur des éléments qui sont assez importants et qui vont impacter très très rapidement le marché du sucre. Par ailleurs, le risque monétaire, on le verra un petit peu plus tard, est très important, et le risque de la réglementation. Alors, ce risque-là, je dirais qu'il est plutôt en faveur du sucre, c'est-à-dire que l'industrie brésilienne étant je dirais, dans une situation difficile, relativement difficile, on a des lobbies assez forts pour plus intégrer d'éthanol dans l'essence, ce qui fait relativement du sens aussi au niveau économique en fait, localement. Donc ce qu'on pourrait voir, c'est une continuité de ce qui s'est mis en place ces derniers temps, c'est-à-dire une amélioration de l'incorporation d'éthanol dans l'essence, et bon là en l'occurrence de vente d'éthanol sur les pompes, hein, puisque là on est sur des véhicules flex fuel, qui passerait par deux résolutions. D'une part, une augmentation des prix de l'essence au Brésil, le prix de l'essence étant régulé au Brésil, et d'autre part, une augmentation des taxes sur l'essence. Et là on pourrait avoir finalement un bond assez important du prix de l'éthanol. La conséquence directe, c'est plus de demande pour l'éthanol et je dirais un seuil de vente un peu plus élevé puisque l'éthanol se vend de manière fonctionnelle au prix de l'essence. Et donc, on est plutôt dans un environnement, je dirais, haussier pour l'éthanol et donc, de facto, haussier pour le sucre. Donc ça, c'est vraiment à surveiller. Et quelque part, dans ce mix de 44% qui nous amène à 4 millions de tonnes de production de plus, on est déjà dans une certaine anticipation d'un milieu, je dirais, législatif, dans un environnement législatif un petit peu plus intéressant pour l'éthanol. Alors, quelques pays clés maintenant. Alors, bien sûr, l'Inde.
L'Inde, c'est la contrepartie du Brésil, hein, c'est l'autre faiseur de marché. Faiseur parce que on le retrouve à l'export, à l'import, on le retrouve parfois neutral, mais c'est jamais un pays sur lequel il ne se passe rien finalement. Et surtout, l'Inde, et là, je pense que ça mérite d'être mentionné à nouveau, c'est-à-dire que l'Inde a été déterminante dans cette hausse du marché. Pourquoi? Parce qu'on a eu une mousson catastrophique en Inde. On a eu des pluies qui étaient parfois à hauteur de 60% de la normale, notamment donc sur les deux zones qui sont vraiment caractéristiques de la production indienne, c'est-à-dire tout ce qui est Maharashtra, Karnataka sur la zone ouest et aussi bien sur le Uttar Pradesh sur la zone nord, qui sont les deux grosses zones. Donc ils sont également les deux grosses zones sur lesquelles on a eu des déficits pluvieux assez importants. Et sur ces deux zones-là, on est 100% en irrigué. Donc on a, c'est vrai, une relation qui est quand même mitigée entre le manque de pluie et l'irrigation. Malgré tout, on voit une mousson en Inde qui va entraîner une baisse de la récolte, 2,6 millions de moins. Et surtout, on a une mousson qui a, je dirais, diminué les plantations pour la campagne qui commencera en septembre 2016. Donc là, c'est un petit peu du long terme, mais les Indiens sont, je dirais, très précautionneux vis-à-vis de leur marché. On sait qu'un vrai marché haussier, c'est un marché où l'Inde importe. Donc c'est des choses qui sont vraiment, je dirais, surveillées de manière quotidienne et qui ont entraîné une hausse des prix locaux indiens, notamment, notamment au moment de justement à ce moment assez clé de l'été, hein, juillet-août, le marché indien s'est emballé sur une base de mousson faible et d'autre part, c'est un petit peu paradoxal, au moment même où le gouvernement indien mettait en place une subvention à l'export. Alors, même si ça paraît un petit peu contradictoire comme ça, ils font pas toujours les choses sans logique, je dirais. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait un énorme stock de sucre en Inde qui venait de l'année dernière. L'année dernière, on a vu une récolte record en Inde de 28,4 millions. Donc il y avait beaucoup de stock. Les entreprises étaient dans une situation très difficile. Donc l'État a décidé de mettre en place un schéma assez compliqué d'ailleurs de subvention, mais qui est également conjugué, je dirais, avec une mousson relativement faible, a envoyé les prix à la hausse et a été déterminant également pour le marché mondial, puisqu'on était dans une situation où le marché mondial avait besoin des exports indiens, donc le marché mondial s'est mis à suivre le marché indien, sachant que les Indiens vendent d'une manière complètement différente des Brésiliens. Les Brésiliens, ce sont des exportateurs nets, ils exportent environ 70% de ce qu'ils produisent. Donc de toute façon, quel que soit le prix, ils vont exporter sur une année N. Les Indiens, eux, arbitrent en permanence entre leur marché domestique et le marché, ce qu'on leur offre à l'export. Si le marché domestique leur offre mieux, ils ne vendent pas à l'export. Si l'export leur paye mieux que le marché domestique, à ce moment, ils se positionnent. Donc on a une corrélation permanente entre ces deux marchés. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'Inde exporte, mais il n'exportera sûrement pas à la hauteur des ambitions du gouvernement, je dirais, et quelque part à la hauteur des ambitions du marché, de telle manière que on reste sur des prix locaux qui sont quand même assez tendus et qui, je dirais, éloignent les parités, notamment pour le roux, entre le marché mondial et le marché domestique. Alors, la Thaïlande, je dirais que l'élément important sur la Thaïlande, c'est qu'on a des grosses récoltes dernièrement. On a la Thaïlande qui a énormément, je dirais, joué sur le marché mondial dernièrement du fait de problèmes de qualité, mais c'était bon, vraiment plutôt sur, je dirais, la valeur temporelle du sucre plus que la valeur absolue du sucre, hein, ce qu'on appelle les spreads sur le marché en anglais. Donc je dirais qu'on avait une Thaïlande qui était là, qui exportait. Aujourd'hui, la Thaïlande, je dirais, se ressort un petit peu du marché mondial pour deux raisons. D'une part, parce que pour son marché de roux, qui correspond en gros à la moitié de ses exportations, elle bénéficie aujourd'hui d'un accès privilégié sur l'Indonésie et donc va placer l'ensemble ou une grosse partie de son sucre sur l'Indonésie à des conditions tarifaires intéressantes. Et d'autre part, pour son marché du blanc, elle a trouvé un acheteur relativement important qui est la Chine, qui a pris énormément de quantité de blanc, de sucre blanc sur son marché, mais de manière non officielle, c'est-à-dire du sucre de contrebande hein, qu'on dit, qui va par tous les pays régionaux, notamment Myanmar ou le Cambodge, le Vietnam. On a énormément de transit sur la Chine, puisque la Chine a un marché du sucre très élevé par rapport au marché mondial, ce qui crée bien entendu des flux et un appel à tous les gens qui veulent faire transiter les sucres sans payer les droits de douane.
Alors, la Chine, justement, la Chine, je dirais, ces dernières années, a été un petit peu le sauveur du marché. Elle a énormément importé. Alors, elle avait besoin d'importer puisqu'on est quand même dans des cycles où la Chine montre un déficit, je dirais, d'environ 5 voire même 6 millions de tonnes cette année. Donc, il y a un vrai besoin d'import. Mais d'autre part, elle avait des gros stocks. Ces stocks sont dans les mains de l'État. Et l'État a fait le choix de ne pas libérer ses stocks, mais plutôt de continuer à importer. Donc on garde, je dirais, c'est très important, les stocks en Chine, on parle de 8 à 9 millions de stocks, ce qui représente, je dirais, environ 70% de leur consommation. Donc c'est très lourd à porter par l'État. Malgré tout, la Chine continue d'importer. Alors il y a malgré tout eu, je dirais, une rupture dans le comportement de la Chine. Et son rôle est plutôt aujourd'hui moins important qu'il n'a été, puisque la Chine, pendant longtemps, achetait sur le marché mondial en fonction de l'arbitrage entre son marché domestique et le marché mondial. À partir du moment où le marché mondial était moins cher que le marché domestique, la Chine importait. Donc là, il y avait vraiment un effet de support très fort sur les cours. C'est pour ça qu'elle a importé jusqu'à 6 millions de tonnes. Donc on était vraiment sur des quantités très importantes. Aujourd'hui, et justement vis-à-vis de ce problème de surstockage qu'on a eu en Chine, on est passé sur un marché régulé. L'industrie, je dirais, s'est arrangée quelque part entre elles pour formaliser des quotas à l'import, ce qui fait que la Chine, quel que soit le prix du marché mondial, importera la même quantité. Et donc là, on a vraiment un effet qui est, c'est vrai, moins important en termes de support. Ça reste un grand pays importateur. On voit toujours pour cette année 3-4 millions de tonnes de sucre importé, mais qui ne sera pas directement lié aux fonctions du prix du marché mondial, donc un effet support quand même moins important. L'Amérique centrale, je dirais, première caractéristique, c'est qu'on a plutôt une production constante. C'est des gens qui sont relativement peu sensibles au prix, non pas parce que ils gagnent énormément d'argent, mais je dirais plutôt parce qu'ils sont très spécialisés dans la canne de toute façon. Donc on les voit pas bien, je dirais, s'orienter vers d'autres cultures, à moins que vraiment le sucre soit à des niveaux très très bas. Cette année, c'est vraiment un pays qui a été impacté par des conditions climatiques mauvaises, des pluies très très faibles, qui ont donc dans une certaine mesure, mais encore une fois mitigées par leurs capacités d'irrigation qui sont importantes, notamment au Guatemala, qui ont donc entraîné une production moins importante, probablement sur la zone de 300 000 tonnes. C'est un élément dans le paysage, je dirais, sucrier mondial. On n'est pas sur des quantités énormes, mais c'est une zone assez stratégique que les gens regardent parce que, notamment au niveau du négoce, c'est une zone assez technique, je dirais, qui permet probablement d'avoir un impact démultiplié par rapport à la vraie quantité retirée du marché. Alors, l'Europe et la Russie, là on est sur c'est vrai, des pays qui ont moins d'impact sur le marché mondial, donc notamment la Russie, je dirais, qui devient presque mineur dans le marché mondial, passer de premier importateur mondial à un niveau aujourd'hui de 3 à 400 000 tonnes d'import, donc c'est vraiment, c'est comme l'Azerbaïdjan par exemple, donc c'est vraiment plus grand chose. L'Europe est dans une situation plus intéressante. L'Europe a fait un effort en quelque part de diminuer sa production, notamment vis-à-vis de ses prix domestiques qui s'étaient largement effondrés. Aujourd'hui, l'impact est énorme au niveau mondial puisqu'on a perdu entre 3 et 4 millions de tonnes de production en une année. L'impact sur le marché en lui-même est plus limité. L'Europe est très régulée, elle avait des stocks très importants, donc on voit plus revenir, je dirais, sur un schéma et sur une quantité d'import assez stable vis-à-vis, je dirais, du pré-ère 2014, où là il y avait eu vraiment des quantités peu importantes. Donc une Europe finalement qui a apuré son marché, qui a baissé ses stocks et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation, je dirais, plus classique, alors que la situation entre guillemets anormale était plus celle de l'année dernière avec une récolte qui avait par ailleurs été tout à fait impressionnante. Alors, où c'est que ça nous mène ça en termes de production-consommation justement? Donc tous ces éléments qu'on a revus ensemble, aussi bien le Brésil donc qui a baissé sa production, l'Inde qui va baisser sa production, l'Europe qui a beaucoup baissé sa production également, on se retrouve globalement avec une production mondiale de sucre qui est de 10 millions de tonnes inférieure vis-à-vis d'une consommation qui, ça, est en augmentation constante, notamment dans les pays émergents. Donc cela crée définitivement un support pour les prix, des conditions plus favorables, et on repasse donc dans des conditions déficitaires. Alors c'est pas un déficit
énorme, hein, on est de l'ordre de -2, -3 millions de tonnes pour cette année, mais c'est un vrai changement, c'est-à-dire qu'auparavant on était en surplus, donc il y avait trop de sucre, il fallait en éliminer. Là on passe sur des conditions qui sont déjà plus supportives et beaucoup plus positives. Si on verra après les articulations que ça va surtout sur le déroulement de l'année 2016 où on aura plusieurs périodes. Mais si vraiment on regarde, on regarde plus la production, la consommation, mais ce que les gens en vendent et ce que les gens ont acheté, là on vient sur un marché qui est tout à fait assez serré, hein, un marché qui est juste équilibré, je dirais, et qui donc nécessite appel du sucre. Notamment sur la période avant avril, hein, qui est la période sur laquelle le centre-sud n'est plus en production et donc une période tout à fait sensitive pour les acheteurs de sucre. Alors, un mot sur l'environnement macroéconomique. Alors, ces fonds dont le président effectivement mentionnait sont toujours très présents sur le marché du sucre et très importants. Dans le négoce, c'est vrai qu'on les suit de manière hebdomadaire, hein, notamment avec les rapports qui sont publiés par la Bourse de New York. Donc, bon, cette courbe-là représente leur position vis-à-vis des prix. Alors, leur position, donc les fonds, en gros, on détermine leur position nette. C'est-à-dire, sont-ils acheteurs, ont-ils acheté le marché ou sont-ils vendeurs et donc, un renversement de position, c'est environ, il représente, je dirais, jusqu'à 30% de la position ouverte du marché, donc c'est très important. En repositionnant, ils font des achats très très forts et donc rentrent, par exemple, s'ils sont à l'achat, dans des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'effectivement, en achetant le marché parce qu'ils sont haussiers, le marché monte. Bon, toute la difficulté, c'est ça, ils sont toujours encore en position ouverte, c'est le moment où il faut boucler la position, qu'on fait vraiment un profit, et c'est là où les choses se compliquent. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, depuis la hausse des prix, on a eu effectivement un repositionnement des fonds à l'achat. Ils ont même, je dirais, complètement tourné leur position. Si on regarde sur la période qui nous précède, c'est-à-dire le début de l'année, on avait des fonds en position nette vendeuse, c'est-à-dire qu'ils vendaient le marché. Typiquement, ils étaient baissiers. Et puis là, avec cette remontée des prix, qui est en grande partie en fait liée au fonds, ils se sont mis à énormément racheter le marché pour arriver sur une position acheteuse record. Donc là, on voit bien l'impact des fonds sur la remontée des prix. Encore une fois, c'est mécanique, ils achètent le marché monte, prophétie autoréalisatrice. Alors maintenant, ils sont très longs du marché, hein, ils ont beaucoup acheté, les prix sont relativement élevés. Je dirais qu'ils ont fait une grande partie de leur travail. C'est-à-dire que ce qui risque de se passer, on est toujours quand même sur des fondamentaux qui ont une couleur un petit peu plus support, un petit peu plus haussière, je dirais, que baissière. Donc a priori, on ne pourrait pas s'attendre à ce qu'ils revendent le marché. Donc ils vont probablement rester un petit peu comme à ce niveau-là, mais en haut, en fait, en faisant des achats, des ventes, en essayant de prendre profit sur les positions longues, les positions acheteuses qu'ils ont, et sans avoir un impact aussi important sur les cours. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment que peut-être le gros de la hausse, on l'a eu, parce que finalement les fonds sont déjà longs, sont déjà acheteurs à des niveaux très importants, et il n'y a plus de dynamique à attendre de leur point de vue. Alors le réal, ça c'est une note très importante dans notre marché du sucre, hein. Alors le premier élément, c'est que toute cette baisse s'est aussi accompagnée d'une dépréciation du réal très importante. À savoir que plus le réal est bas, plus c'est baissier pour le sucre, puisque rémunérateur pour les producteurs brésiliens. Alors deux gros facteurs, hein, sur cette baisse, notamment la baisse récente. D'une part, des problèmes au Brésil, une économie qui se ralentit, une situation politique confuse, pour le moins qu'on puisse dire, et puis également un dollar fort. Si on regarde l'euro par exemple, a aussi baissé de manière tout à fait importante sur l'année, en gros de 1,35 à 1,05, 1,10 aujourd'hui. Donc il y a un environnement aussi de dollar fort. Et l'environnement dollar fort est toujours baissier pour les commodités, puisque cela veut dire un baht thaïlandais faible, un dollar australien faible, un réal brésilien faible, ce qui augmente d'autant la rémunération des producteurs. Alors, ce graphe-là, c'est les cours du sucre en réal brésilien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour un producteur brésilien aujourd'hui, les prix sont records dans sa monnaie. Alors ça ne veut pas dire qu'il engendre un profit record, on sait qu'il y a une inflation qui est importante, ses coûts évoluent également, mais aujourd'hui, pour un Brésilien,
Si on repense à notre courbe sur le marché mondial en dollars, on était très très loin des hauts de 2011, hein, à équivalent, on était là, en gros on était à 30 cents, 30 cents en 2011, aujourd'hui on est à 15 cents, donc on est 2 fois plus bas finalement qu'en 2011. Inversement, pour un producteur brésilien, en valeur absolue dans sa monnaie, il est au même niveau que 2011 puisque la monnaie brésilienne, en gros, a diminué sa valeur par deux. Donc, par définition, on a un marché qui paye énormément pour les Brésiliens. Alors, les perspectives sur ce marché mondial, voir un petit peu l'avenir. Euh, D'une part, ce marché qui a éliminé du sucre, on avait besoin de retirer du sucre, je pense qu'il est plutôt derrière nous. Aujourd'hui, on part sur des perspectives fondamentales plus saines. D'une part, par cet effet des prix qui a éliminé du sucre en éthanol ou dans les surfaces, notamment en Europe. Également, c'est vrai qu'on ressort d'une année tout à fait exceptionnelle climatique, très défavorable aux cultures sucrières. On l'a vu en Inde avec une mauvaise mousson, on l'a vu en Amérique centrale, et par exemple au Brésil nord, qui est lui sur l'hémisphère nord, qui va commencer bientôt. Donc on est sur je dirais, sur l'accumulation de diminution de potentiel de production et temps non favorable. Alors à court terme, qu'est-ce qui va se passer? À court terme, ce que nous on regarde dans le négoce, c'est le commencement de la récolte brésilienne centre-sud qui va venir en avril. Là, on raisonne dans un environnement vase clos finalement, puisque le Brésil a produit, il n'y a plus rien à produire, donc on n'a plus cette moulinette, je dirais, avec l'éthanol. Et inversement, on a une demande qui est toujours là, notamment de la part des pays de l'hémisphère nord et en particulier de la Chine. Donc là, on est dans un environnement quand même assez volatile. On a besoin du sucre, donc on est quand même sur un environnement haussier. Qu'est-ce qui va limiter je dirais les sucres, c'est l'Inde. Qu'est-ce qui va limiter la hausse des cours? C'est l'Inde, avec ce plafond qu'on voit à 16, 16,5, peut-être 17 cents, au niveau duquel l'Inde va déclencher ses exports et je dirais éteindre le feu du marché mondial. Donc on est sur un marché d'écart de range, hein, comme on dit, avec une dynamique plutôt support du fait du besoin du sucre, mais l'Inde ici avec des stocks qui pourraient exporter ces stocks. Donc plutôt sur un marché, je dirais, 15, 16 cents, voire un petit peu plus. À moyen terme, on aura le commencement de la récolte brésilienne. Je pense que là, on va vraiment voir la Chine revenir aux achats. On va être sur une période de tension également. Le sucre sera là. Par contre, on pourrait voir des contraintes un petit peu d'ordre logistique, notamment au Brésil, qui, de nouveau, avec ce socle un petit peu des prix, pourrait ajouter de la volatilité. À plus long terme, et c'est un petit peu ça qu'on essaye de regarder aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir beaucoup de sucre au Brésil. Donc il faut nous retrouver des relais de croissance je dirais, pour les prix et pour la dynamique haussière qu'on a vue depuis quelques mois maintenant. Ce qu'on peut dire, c'est que on a besoin de ce sucre. Donc le sucre, je dirais, est relativement à une base assez forte qui est les parités éthanol. Aujourd'hui, on ne devrait pas voir le sucre en dessous des parités éthanol. Donc pour nous, c'est clairement un achat, c'est-à-dire qu'on voit le sucre qui diminue, qui pourrait être moins favorable que l'éthanol. Ça signifie achat puisqu'on a besoin de ce sucre-là. Par ailleurs, on voit une Inde qui est quand même assez fébrile sur sa production, qui pourrait voir une forte baisse en 16-17, hein, on parle de 23-24 millions de tonnes, qui pourrait se repositionner à l'achat, et là on pourrait avoir de nouveau une dynamique haussière. Donc le futur, je dirais, c'est un plancher, qui est les parités éthanol. Donc ça, c'est assez intéressant pour les producteurs qui sont dans la salle, puisqu'effectivement, ça signifie une certaine assurance, je dirais, de prix relativement faibles. Et la possibilité, je dirais, de pic d'une volatilité associée à ce plancher sur une base Inde, sur une base aussi événement climatique. Le monde a beaucoup moins de sucre, de stock de sucre qu'il n'en a eu ces dernières années. Donc tout signe de mauvaise récolte, manque de pluie au Brésil va se traduire par je dirais, par une volatilité des prix et la possibilité d'avoir un contexte plus haussier qu'on a aujourd'hui. Donc base et pic des prix. Alors à surveiller bien sûr le réal et la politique énergétique. Le réal étant plutôt dans une atmosphère baissier et la politique énergétique, elle, montrant plutôt, je dirais, des éléments support dans l'évolution du prix des sucres. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à votre disposition pour les questions.
Ok. Alors avec plaisir. Tout à fait. Alors bon, la position de l'Afrique, si on regarde les grands ensembles de l'Afrique. L'Afrique, donc dans ses grandes dynamiques, production, consommation, import, je dirais, et également export. Aujourd'hui, on le verra pourquoi. L'Afrique, aujourd'hui, c'est une production, je dirais, bon, à vue de nez, environ 10 millions de tonnes pour une consommation d'environ 21 à 22 millions de tonnes. Donc on est en gros entre 40 et 50% d'autosuffisance pour l'Afrique. Euh, la production, elle est relativement constante ces dernières années. On a vu des investissements assez importants en Afrique du Nord, hein, notamment au Maroc, en Égypte. Une Afrique subsaharienne, je dirais, où il y a eu un seul greenfield véritable, hein, qui était en Angola. Après, on n'est plus sur des extensions, mais la production est assez constante puisque l'augmentation du nord de l'Afrique a été compensée dernièrement par une chute de la production en Afrique du Sud, notamment sur la zone KwaZulu-Natal, qui a eu des problèmes et qui a toujours d'ailleurs des problèmes climatiques assez importants. On est sur une canne pluviale au KwaZulu, et donc finalement on reste sur, je dirais, une production relativement constante. Une consommation, je dirais, en augmentation constante également, hein, de l'ordre de 2 à 3% selon les estimations. Donc, le marché se satisfait à la différence avec les imports. On a deux types d'imports en Afrique. On a les imports de roux et les imports de sucre en sac, hein, essentiellement du sucre blanc. Les imports de roux, je dirais, représentent environ 5 à 6 millions de tonnes par an. Donc, en gros, la moitié, 40%, je dirais, des besoins de l'Afrique en import, et sont situés essentiellement en Afrique du Nord, à savoir Maroc, Égypte, Tunisie. Le seul importateur véritable en Afrique subsaharienne, c'est Dangote, enfin, et Boua d'ailleurs, enfin, c'est le Nigeria, qui représente environ 1,5 million de tonnes par an. Donc on a des imports de roux qui sont très ciblés, en provenance presque exclusive du Brésil, sur ces 4 pays. Après on a des petits importateurs, des fois qui font quelques cargos, mais c'est quand même assez limité. Le reste de l'Afrique est une importation, donc là pour environ, je dirais, 6 à 7 millions de tonnes. Ce sont des importations de sacs, essentiellement de sucre blanc. Et je dirais que là, on retrouve 3 faciès. L'Afrique du Nord, qui est plutôt en diminution des importations de sacs, notamment la Tunisie par exemple, bon la Libye également, mais pas plus pour des raisons politiques que pour des raisons sucrières, qui représente moins d'1 million de tonnes d'importation. Ensuite, on a le gros bloc d'Afrique de l'Ouest, donc je dirais de la Mauritanie jusqu'à l'Angola, qui elle est une importatrice essentiellement de, en tout cas pour bonne partie de Brésil, du Brésil de cristal de sucre, du sucre cristal. Là, je dirais qu'on est sur un ensemble qui prend environ 2,5 millions de tonnes à l'année, de manière très constante. Presque par mois, c'est 180 000 tonnes, 200 000 tonnes par mois qui est chargé, qui va sur ces ports-là, de Nouakchott jusqu'à Luanda, et qui se répartit dans la zone avec la seule poche de sucre roux au milieu de tout ça qui est le Nigeria, mais sur lequel on estime il y a relativement peu de transferts. Ensuite, c'est vrai, il y a le bassin Afrique du Sud qui, lui, est en grande partie pourvoyé par l'Afrique du Sud elle-même, que ce soit Tonga, Tulet, Ilovo, surtout sur ce bassin qu'on appelle la SACU, hein, l'Union douanière sud-africaine. Et puis après, vous remontez, là, vous avez toute l'Afrique de l'Est, qui est également une grande importatrice, qui elle a plutôt augmenté ses imports, notamment le Soudan. Et ça, c'est une zone, je dirais, équivalente à l'Afrique de l'Ouest. Hein. On est entre 2,5 et 3 millions de tonnes d'imports. Donc on retrouve le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, qui sont des importateurs traditionnels. On a le Soudan, qui cette année a pris 1 million de tonnes de sucre blanc, donc là, qui est vraiment importateur. Et puis après, des importateurs plus mineurs en fonction de leur accord préférentiel, par exemple avec l'Europe, en Afrique, je dirais du Sud, côté Malawi, Swaziland. Donc l'Afrique reste, je dirais, pour 55 à 60% un importateur. La vraie variable qui augmente là-dedans, c'est la consommation. La production moins, je dirais. Les parts de marché entre le sucre blanc et le sucre roux pour la destination du raffinage évoluent, je dirais, sur l'Afrique continent plutôt en faveur du sucre roux raffinage. Par contre, sur la zone Afrique de l'Ouest, on est sur un marché qui est très constant en fait sur ces dernières années. Donc voilà un petit peu je dirais un point de vue assez général de l'Afrique, importatrice nette, avec une certaine constance, avec une certaine évolution régulière d'année en année. Ok, merci Olivier. Autre question sur le marché?
Moi, j'aurais peut-être voulu vous demander si la baisse des cours du pétrole ne peut pas être un facteur de déséquilibre entre le sucre roux et le sucre raffiné. Parce qu'on voit des raffineries qui s'installent de plus en plus. Ouais. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait, et c'est exactement ce qu'on voit un petit peu de manière quotidienne. On a des raffineries qui ont réouvert. Donc par exemple le Liban qui fonctionne sur du fuel lourd, hein, tournait plus depuis 2 3 ans et aujourd'hui le Liban a quasiment basculé sur de l'importation de sucre roux et fait beaucoup moins de blanc puisqu'il a énormément rendu plus compétitif son raffinage sur une base éthanol, pardon, énergie fossile. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup. Alors aussi, les sucreries sont plus tentées de raffiner. On a beaucoup de pays qu'on retrouve sur du raffinage du fait de ces coûts énergétiques qui ont été énormément, qui sont plus faibles. Également, comme le prix du sucre est plus faible, les pertes associées, le montant des pertes associées au raffinage est plus faible également. Donc finalement, on a un arbitrage qui a été plus en faveur aujourd'hui du raffinage que de l'importation de sucre blanc en tant que tel. Tout à fait. D'accord.